Oui, alors, me revoilà. Bonsoir à tous. J'ai été interpellé depuis la dernière vidéo consacrée à Harry Potter euh, et donc à la nouvelle lune en Gémeaux, à quelques questions enfin portant sur la psychanalyse jungienne. Donc, je prends quelques petits instants, si en tout cas le débit me le permet, vu que c'est l'heure où à peu près tous les apéros sont en train de se faire, de vous présenter de manière synthétique, autant que faire se peut, parce que évidemment il n'est pas question de faire un cours de psychanalyse jungienne, mais au moins d'essayer de vous présenter de manière schématique et synthétique ces notions d'archétypes et peut-être plus largement la façon dont Carl Gustav Jung entrevoyait entrevoit, hein, parce que c'est toujours d'actualité, les psychanalystes jungiens existent encore, donc la façon dont ils entrevoient la constitution, la structure de la psyché individuelle. Donc, pour ce faire, déjà, je vais essayer de vous présenter deux petits schémas relativement simples qui, je pense, comme on dit, hein, un dessin vaut mieux qu'un grand discours. Alors, je vais déjà vous présenter cette, ce dessin-là. Ce dessin-là qui représente, si vous voulez, une métaphore de l'individu dans le monde. Alors, vous pouvez le voir, c'est une image d'iceberg. Un iceberg, vous savez, il y a toujours une partie émergée et puis une autre partie immergée. Et je pense on retiendra tous de nos cours de primaire ou de collège que un iceberg présente toujours une partie émergée qui est 10 fois supérieure à la partie émergée, donc la partie à la surface. Alors, qu'est-ce qu'il faut voir là-dedans? Eh bien, la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire celle que nous ne voyons pas, c'est comme si elle correspondait à l'inconscient personnel. Donc, la partie émergée, c'est notre conscient et plus précisément, c'est notre moi. C'est aussi c'est le complexe moi-persona. Ça, je vais y revenir dans quelques instants. Mais enfin, on va dire que c'est la partie consciente, celle sur laquelle nous avons une forme une forme de maîtrise, une forme de contrôle. Voilà. Sachant que cette partie consciente, eh bien, elle est dans un environnement qui est quand même collectif, et là, ça sera tout le ciel, avec les nuages qui nous apportent un petit peu d'ombre. Là, et par rapport à l'ombre, donc je vous renverrai à la vidéo de tout à l'heure. Sous l'océan, donc, il y a l'inconscient personnel. L'inconscient personnel correspond à toutes nos expériences personnelles vécues depuis notre enfance, celles qui sont censurées. Alors quand je dis censurées, ce sont tout simplement des désirs, des pulsions qui ne correspondraient pas tout à fait, enfin, qui ne seraient pas politiquement correctes, qui ne seraient pas adaptées à, au monde au monde ambiant, au monde local. Donc là, c'est une partie de censure. C'est notre censeur qui fait renvoyer dans notre inconscient ou dans notre subconscient des éléments, des contenus, des expériences qui ne sont, entre guillemets, pour nous, pas avouables dans un contexte social. C'est ce qu'on appelle le refoulé. Alors c'est aussi donc les parties qui ont été oubliées volontairement parce que douloureuses. Ça peut être des expériences traumatiques, comme un accident, comme un abus, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est ce qui constitue la partie inconscient personnel. Et comme on peut le voir avec l'image de l'iceberg, donc ça constitue à peu près 3/4 de notre psyché. Mais ça, c'est selon Freud. Après, si on étend la structure selon Jung, eh bien Jung, il n'oublie pas de prendre en compte le reste. Et le reste, c'est quoi? Eh bien, c'est l'océan. Et l'océan est tout à fait analogique avec ce que Jung a nommé l'inconscient collectif. C'est-à-dire que c'est un monde qui est commun à tout le monde, qui est commun à tous les icebergs. C'est un monde qui porte tous les icebergs, donc qui nous porte tous. C'est donc aussi un monde qui nous relie. Le monde des océans porte l'intégralité
des icebergs et les relie entre eux par cet échange moléculaire de l'eau. Voilà. C'est aussi vrai que nous sommes constitués à 70% d'eau, c'est-à-dire à peu près autant que, que la mer sur la surface de notre globe. Donc, on fait partie d'un tout qui baignons dans un océan d'inconscient collectif. Et cet inconscient collectif est constitué d'archétypes. Donc, les archétypes, ce sont des images primordiales qui parlent à tout le monde. Certes, qui vont s'exprimer de façon différente, individuelle, mais qui au final portent exactement le même sens. Alors, par exemple, pour vous donner une idée très concrète, quand Jung a mis en place sa théorie sur l'existence de cet inconscient collectif et sur l'existence des archétypes, donc, il s'était basé sur une expérience avec un malade qui était, enfin, un psychotique, qui était un cordonnier. Ça faisait à peu près 20 ans qu'il était enfermé dans un asile psychiatrique. Donc cordonnier sans culture spécifique aucune. Et un jour, ce malade se présente à Jung et lui raconte une histoire. Il a une vision où il voit le soleil qui souffle au travers d'un manchon d'air, et c'est comme ça que naît le vent sur Terre. Sur le moment, Jung, il n'a pas prêté attention au dire de ce malade, parce que pour lui, bon ben voilà, c'est un malade, il raconte un peu n'importe quoi. Oui, mais voilà. Sauf que, quelques années plus tard, je crois, c'était 3-4 ans plus tard, Jung reçoit un magazine de la part d'un de ses amis qui présente les comptes rendus de découvertes archéologiques très récents qui ont été menées au Moyen-Orient, je crois en Mésopotamie, dans la région de Sumer. Et ces fouilles archéologiques, tenez-vous bien, présentaient exactement la vision de ce malade psychotique de Jung, c'est-à-dire une sculpture présentant le soleil soufflant dans une manche d'air et là-dessus les vents qui sont générés sur la Terre. Alors bien sûr, Jung s'est dit, mais comment se peut-il qu'un malade qui a passé plus de 20 ans dans un asile psychiatrique, qui sait à peine lire et écrire, ait pu avoir connaissance d'une telle vision? Ça n'était pas possible pour lui. En tout cas, matériellement, c'était strictement, rigoureusement impossible. C'est à partir de ce moment-là qu'a commencé à germer dans son esprit l'idée de quelque chose qui était plus archaïque dans notre cerveau, plus archaïque dans notre psyché, qui venait de plus loin. Et c'est ça qu'il a appelé les images primordiales, c'est ça qu'il a appelé les archétypes. Et ces archétypes, alors ont souvent une connotation religieuse, parce qu'ils servent à quoi ces archétypes? Eh bien tout simplement, comme l'océan, ils nous portent, hein, ils portent notre culture, ils portent notre façon d'être, notre façon de penser, ils portent aussi, surtout, notre façon de croire. Donc en fait, les archétypes pour Jung servent l'âme en ce sens qu'elle va servir à nous mettre, à nous informer dans notre quête du divin. Car pour Jung, c'est une vérité absolue, que l'on soit croyant, musulman, chrétien, hindouiste, bouddhiste ou athée ou agnostique, de toute façon, le propre de l'homme est quand même de retourner vers une forme de divinité, de retourner vers Dieu. L'homme a nécessairement une quête spirituelle, même s'il ne le sait pas, mais il a une quête spirituelle et qui est liée notamment par la réapparition. C'est très très loin dans notre subconscient, vraiment très très loin dans notre cerveau, et puis qui d'un seul coup ressurgissent pour alimenter tout simplement quoi? Eh bien, notre besoin de Dieu, notre besoin du divin, notre besoin, alors bon, vous mettez le nom que vous voulez derrière tout ça, hein, naturellement. Je ne fais absolument aucune forme de prosélytisme, bien évidemment. Donc ça, c'était l'idée de Jung, c'est de considérer que plus loin que l'inconscient personnel, il y a quelque chose qui nous relie de manière
fondamentale, de manière universelle. C'est cet océan d'images primordiales qui alimente notre quête intérieure, notre quête du divin. Voilà, je ne sais pas si les choses vous semblent claires. Ça sert à quoi tout ça, me direz-vous? Eh bien, tout simplement, ça va servir à justement ça sert à plein de choses, mais grosso modo, ça nous porte, hein, comme l'océan porte les icebergs, les fait flotter déjà. Ça nous relie entre nous, parce que justement, quand nous évoquons des sujets qui résonnent sur des archétypes, vous pouvez être assuré que derrière tout ça, nous avons quelque chose qui va nous parler. C'est ce qui fait d'ailleurs que eh bien, des films, des romans, des livres, des œuvres d'art vont être si populaires. C'est qu'elles parlent à plein de monde. Alors, on ne sait pas de quoi, on ne sait pas toujours pourquoi ça nous parle, mais ça parle en tout cas à une partie de nous-mêmes qui vibre, hein, devant ces images. Voilà. Donc, les archétypes, ça nous relie, de manière très inconsciente, qu'on le veuille ou non d'ailleurs, mais c'est quelque chose qui nous dépasse complètement et qui en même temps nous relie. Alors l'idée, quand ça nous dépasse, évidemment, il faut quand même garder un certain équilibre, c'est-à-dire ne pas se laisser aussi complètement submerger par ces images qui nous feraient perdre complètement prise avec la réalité du monde, avec la conscience qui nous ôterait notre capacité de libre arbitre, notre capacité de décider comment nous allons orienter nos actes, nos choix, etc. etc. Voilà. Et c'est pour ça que là, on va en arriver à un schéma qui est, alors celui-ci, ce schéma symbolise complètement la vision de Jung sur la construction de notre psyché. Donc on va retrouver, vous voyez, dans ce grand cercle noir, la partie conscient, conscient collectif, donc la partie inconscient personnel, la partie immergée de notre iceberg, mais également donc cet inconscient collectif, ce vaste océan d'inconscient collectif. Voilà. Et nous, comment est-ce qu'on se positionne? Eh bien, Jung a noté, c'est le cercle jaune que vous voyez, au centre, il y a le soi, qui est à la base un calque de tout cet univers à la fois conscient et inconscient, qui est la totalité de notre conscient et de notre inconscient. Donc le soi, c'est la totalité de notre partie consciente, de notre partie inconsciente. Mais ce soi, si vous voulez, nous tournons autour de manière incessante, comme les planètes tournent autour du Soleil, sans jamais pouvoir complètement l'atteindre. En tout cas, dans ce monde, c'est extrêmement compliqué. On va s'y approcher. On va même s'y approcher de plus en plus, puisque je pense que certains d'entre vous ont parlé de ce que l'on appelle la 5e dimension. Je consacrerai peut-être un live là-dessus, mais beaucoup plus tard. Pour l'instant, restons sur une partie vraiment psychanalytique jungienne. Donc, au centre, il y a le soi. Après, il y a 4 autres parties sur lesquelles va se structurer notre façon d'être, notre psyché. C'est d'abord donc le cercle fuchsia, qui est donc le moi. Le moi, c'est quoi? C'est notre libre arbitre. C'est notre libre arbitre, c'est-à-dire que c'est l'instance qui, chez nous, c'est notre cerveau, tout simplement, c'est notre conscience qui va décider de ce qui est approprié entre notre monde inconscient mais personnel et le monde collectif, le monde extérieur, le monde d'autrui. Et au-dessus de ce moi se greffe une autre structure, c'est la persona. La persona que j'ai pu évoquer la semaine dernière au travers de je ne sais plus d'ailleurs quelle vidéo, mais enfin bon, vous ferez un flashback. La persona, c'est quoi? C'est tout simplement notre masque. Alors notre masque, c'est le masque, c'est, vous savez, dans les tragédies grecques, dans les théâtres grecs, les acteurs portaient tous un masque qui décrivait une émotion spécifique. La tristesse, la joie, la colère, etc., etc. Eh bien, sans le savoir, nous avons ce masque. Nous avons tous un masque
qui nous est plus ou moins imposée par notre entourage. C'est-à-dire que la persona, c'est quelque chose qui est à la fois conscient et à la fois inconscient. C'est tout simplement le rôle qui nous est attribué par les autres pour pouvoir rentrer en interaction par les autres. Je pense que vous avez tous remarqué que souvent, et c'est la source de l'origine de beaucoup de conflits, de beaucoup de quiproquos, c'est que les autres, que ce soit nos amis, nos collègues de travail, attendent quelque chose de nous, puis ils ne l'obtiennent pas parce que c'est pas seulement ce quelque chose-là, c'est pas seulement la persona, c'est un être qui est quand même beaucoup plus complexe, qui est aussi qui a une identité basée sur sa partie consciente, mais aussi sa partie inconsciente. Et la persona, si vous voulez, je vous remontre le schéma, euh, elle n'est pas dans l'inconscient, hein, elle est uniquement dans le monde collectif, dans le monde conscient. Si on revient maintenant un petit peu plus bas, donc c'est-à-dire dans le monde inconscient, ou subconscient et inconscient, eh bien nous avons ce que nous appelons l'ombre, c'est ce que j'ai expliqué l'autre jour au travers de la rétrogradation de Vénus. Alors l'ombre, pardon, pas au travers de la rétrogradation de Vénus, c'est ce que j'ai expliqué au travers justement de l'archétype de Voldemort et d'Harry Potter, hein. C'est cette partie de nous-mêmes que nous n'avons pas encore exploitée, que nous n'avons pas encore explorée ou que nous souhaitons ne pas du tout exploiter. Donc là-dessus, je vous renvoie sur la vidéo consacrée à Harry Potter et à Voldemort. Et puis enfin, derrière tout ça, nous avons le concept d'animus anima. Alors l'animus et l'anima, c'est tout simplement une sorte de guide, une sorte de pont qui va relier notre être avec le monde, justement, le monde des archétypes. C'est ça qui va nous mettre en relation avec notre partie divine, notre partie ultra archaïque, et c'est ce qui nous amène aussi à avancer, à élargir notre univers conscient, en ce sens que l'anima et l'animus se manifestent à nous, en général, pour justement enrichir notre conscient. Alors, bien sûr, ça c'est quand l'anima et l'animus sont bien vécus. Quand ils sont négatifs, ça a des conséquences un petit peu plus ennuyantes, mais c'est pas le propos. L'idée, c'est vraiment de considérer que l'anima et l'animus, que l'on va rencontrer dans nos rêves au travers pour les hommes, au travers de figures féminines, et chez les femmes, au travers de figures masculines. Alors au début, l'animus, il n'est pas identifié, ce sont des hommes ou des femmes lambda, sans nom, et puis progressivement, on se rend compte que en grandissant, dans nos rêves, les figures féminines ou masculines, selon que l'on soit un homme ou une femme, vont commencer à être identifiées, à être personnalisées par des personnes que l'on connaît, par des personnes de notre entourage. Et ça, c'est le début du processus d'individuation dont parlait Jung. C'est ce qui nous permet de progressivement élargir nos connaissances, d'élargir notre conscience, notre maîtrise de soi, et d'avoir de plus en plus et toujours plus d'impact sur notre environnement. Alors quand je parle sur notre environnement, c'est pas la nature, hein. Quand je parle d'environnement, c'est notre environnement personnel à nous, c'est la façon au travers de laquelle nous allons influencer cet environnement, c'est-à-dire c'est nos choix. Tout simplement. Comment on fait des choix conscients avec les arbres que nous apporte notre inconscient. Voilà ce que je pouvais dire au travers de tout ça. Alors je vois qu'il y a des questions. Comment faire lorsque l'on se vanora? Comment faire lorsque l'on se sent aliéné et manipulé par un collectif de personnes hospitaliers ou pas à charge? Alors, là il y a beaucoup de facteurs là-dedans, dans cette question. Comment faire lorsqu'on se sent aliéné et manipulé par un collectif de personnes? Alors déjà, moi j'arrêterai la question ici parce que le mot hospitalier ou pas à charge, c'est un peu stigmatisant.
Alors, l'idée, comment ne pas se laisser aliéner. En général, quand on se laisse aliéner par d'autres personnes, c'est que nous sommes quelque part dans un stade infantile. Un stade infantile, ça décrit quoi? Ça décrit tout simplement que nous avons des difficultés à vivre nos émotions, à les intégrer, que nous avons peur, tout simplement, de nos émotions. Et à ce moment-là, et de manière de manière plus ou moins consciente, les autres vont se servir de ces peurs. C'est le propre d'un gouvernement d'agiter la peur pour pouvoir s'emparer du pouvoir et gouverner. Je pense que ça n'aura échappé à personne. Toute situation présente serait purement fortuite. Voilà. Non, enfin bref, depuis que le monde est monde, depuis qu'on a des sociétés constituées autour d'un gouvernement, la peur est une arme formidable pour pouvoir rester en place. Attention, bon après, vous savez, c'est à double tranchant, hein. Manipuler la peur des autres, à un moment donné, ça finit toujours par se retourner. Mais l'idée, voilà, c'est de pouvoir justement se laisser imprégner progressivement par notre monde de l'inconscient, notamment le monde de l'inconscient collectif, par ces fameux archétypes qui, qui nous parviennent de toutes les façons possibles. Cet inconscient collectif, ces archétypes, il va nous parvenir dans nos rêves, donc c'est-à-dire quasiment toutes les nuits, mais il va également nous parvenir au travers de situations extérieures, au travers d'une œuvre d'art, au travers de phénomènes de répétition, au travers d'une lecture, au travers d'un film qui nous fait vibrer. Voilà, ça nous nourrit. Euh, ça, c'est aussi quand on se retrouve, vous voyez, dans une foule. Alors, il y a deux façons dans une foule. Soit on est, imaginez, on est en train d'assister à un concert. Tout le monde est là pour passer un bon moment, pour faire la fête. On se sent porté par une espèce d'émotion collective, de sentiment à laquelle on adhère complètement. Ça, c'est une émotion positive. À l'inverse, quand on est dans des phases révolutionnaires, des phases d'émeute, des phases de révolte, on va se laisser embarquer par une émotion de colère, par une émotion négative, et qui va faire que, eh bien, on finit par perdre complètement le contrôle sur nous-mêmes. C'est la foule, emportée par la foule, comme disait Édith Piaf, c'est exactement ça. Donc, pour ne pas se laisser envahir ou manipuler, il faut accepter, avec le temps, donc ça signifie avoir aussi beaucoup de patience et de compassion pour soi, il faut accepter progressivement de ne plus avoir peur de ces émotions, de ces émotions infantiles, de ce qui pouvait nous faire peur dans notre enfance. Si c'est difficile, eh bien évidemment, là je ne saurais que trop conseiller le fait d'aller demander de l'aide auprès d'un spécialiste, donc euh, entamer une analyse, qu'elle soit, alors en jungienne en France, il y a très peu de jungiens, hormis sur Paris, mais peu importe, même chez un freudien, chez un lacanien, le fait d'aller explorer son enfance, ça nous permet quand même aussi d'apprivoiser progressivement nos émotions. Tout ce qui fait peur, c'est quelque chose qui n'est pas connu, qui est inconnu. Quand nos émotions nous sont inconnues, eh bien le plus simple, c'est d'aller faire connaissance avec elles. Et puis d'un seul coup, on se rend compte qu'elles sont beaucoup moins angoissantes. Voilà. Vous savez, quand j'évoquais tout à l'heure l'idée d'Harry Potter, ça me fait penser, Harry Potter n'a pas peur de Voldemort. Et il est l'un des rares, peut-être même quasiment le seul, à l'appeler par son prénom, quand tous les autres va le nommer par une périphrase, c'est celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Quand on est à ne pas évoquer les choses, à ne pas évoquer le nom de quelque chose ou d'une personne, c'est que nous avons peur de cette personne. Et pourquoi cette personne ou cette chose nous fait peur? Eh bien, c'est là qu'il faut aller rechercher dans ses émotions. C'est souvent une empreinte qui a été laissée dans notre enfance. Donc, Vanora, pour répondre à ta question, le plus simple, travailler sur ses émotions. Évidemment, c'est très difficile de le faire seul. Et là, il vaut mieux aller consulter un spécialiste, un analyste ou un astrologue, un psychoastrologue, pour un petit peu retravailler là-dessus.
Alors, salut Bob, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir là. Antoine, enfin, live en direct, mais bravo, tu n'es pas encore en train de dormir à cette heure-ci? Non, tu es plutôt réveillé. Christelle, bonjour. Alors, Vanora, aliéné comme un coup sur la tête dû à l'enlèvement d'un enfant. Vulnérabilité et étiquette ALD en psychiatrie, du coup, selon moi, c'est un problème hormonal. Et comment faire la différence entre un problème de type physique et hormonal, donc un problème psy. Comment se détacher d'une parano émanant de services sociaux qui nous est imputée au titre d'une maladie psy à laquelle nous sommes aliénés et avec un dossier lourd de conséquences. Juste le recul, le temps, ça fait plus de 10 ans, je suis une maman, plus dans l'émotion. Que me conseillez-vous comme psychiatrie? Alors, comme psychiatrie, moi, j'avoue que je suis pas trop. Vous savez, la psychiatrie, s'accompagne en général de traitements médicamenteux. Bon, personnellement, je suis pas. Alors, mais je suis pas médecin, hein, donc voilà. Moi, je vois ça avec quand même beaucoup de, pas de méfiance, mais en tout cas beaucoup de recul. Parce que justement, je pense que quand on est dans une période comme l'est l'année 2020, où on est dans une année qui, vous l'avez noté, c'est une année d'introspection. En tout cas, qui nous invite à faire une introspection. Quand on nous invite à faire une introspection, c'est qu'on nous invite on nous offre cette capacité. Alors quand je dis on, quelque chose de plus vaste, ou c'est ce qui nous appartient à nous, c'est dans notre inconscient lumineux, euh, on nous offre la possibilité de réaliser certaines choses, de devenir plus conscient de notre situation, de devenir plus conscient de notre environnement. C'est, vous savez, c'est le poème de Mandela qui finit, le poème de... Ah, j'ai oublié son nom. Euh, euh, le poème de Williams qui dit «Nous sommes le capitaine de notre âme». Voilà. Eh bien, être le capitaine de son âme, ça nous est offert depuis notre naissance. Alors certes, dès notre naissance, nous sommes sous la dépendance de notre mère, et heureusement, c'est parce que notre mère et nos parents plus largement vont nous tendre la main pour nous guider dans les premiers pas de notre existence, dans les premiers pas de notre vie. Mais à un moment donné, vous savez tous qu'il faut couper ce cordon ombilical, parce que déjà nos parents vont disparaître, et puis surtout parce que nous sommes censés devenir des êtres conscients, des êtres responsables. Voilà. Eh bien, c'est vraiment le programme de l'année 2020. Une année qui va nous amener... Alors, évidemment, on ne va pas devenir tous omniscients en quelques semaines, en quelques mois ou même en quelques années. Et même tout, avec la vie, il y a peu de chances qu'on le soit. Mais l'idée, c'est quand même de franchir des étapes. Et 2020 en fait partie, c'est une étape plutôt pas mal, hein, la marche est haute. Donc, Vanora, j'aurais tendance à te conseiller, oui, effectivement, il faut se laisser du temps au temps, mais il faut aussi savoir céder. Et céder, c'est effectivement aller à la rencontre de gens qui vont pouvoir commencer à vous présenter des jalons de votre vie. Puis après, vous ferez le tissage de tout ça. Et compte tenu du contexte de l'année 2020, je peux vous assurer que la période est extrêmement favorable pour que les choses avancent plutôt vite. Plutôt vite. On a encore quelques mois. Voilà. Alors, Freud, Jung, Lacan, peu importe. Après, il faut trouver aussi la personne qui nous correspond bien. Vous savez, des analystes vont correspondre à certaines personnes et pas à d'autres. De même qu'un astrologue, moi, quand je reçois des personnes, ça se passe très très bien, puis avec d'autres, ça se passe moins bien parce que, eh bien, le transfert ne s'opère pas. Donc là, je dirais, laissez-vous guider par la vie, puis tout simplement par votre intuition, par votre ressenti. Si à un moment donné, vous sentez qu'une personne est bonne pour vous, eh bien, c'est cette personne qui peut vous aider, au moins pendant un petit moment. Voilà.
Puis après, bah, comme nos parents nous apprennent à un moment donné à nous lâcher la main, il faudra lâcher la main de, du thérapeute donc en question. Oui, voilà, oui, Vanora, par rapport aux médicaments, c'était bien le sens dans lequel je m'insérais, hein, c'est qu'effectivement, les médicaments, c'est une béquille, certes, très utile quand on est au fond du gouffre, qu'on n'a pas grand-chose à quoi se raccrocher, mais ça ne résout rien. Ça nous maintient hors de l'eau, et puis après, là aussi, les médicaments, hein, c'est comme des parents, à un moment donné, il faut lâcher la bride. Alors, salut Marine. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien non. Bon, eh bien écoutez, là-dessus, je vais vous laisser donc sur ces quelques notions clés de psychanalyse jungienne. Bon, vous l'avez compris, hein, moi je suis de formation jungienne. C'est d'ailleurs pour ça que l'astrologie, ça va super bien avec Jung, puisque on est dans le monde des symboles. Hein. L'astrologie nous permet d'avoir une lecture de nos symboles personnels, de nos symboles aussi collectifs et la façon dont on s'intègre dans le collectif. Donc voilà, c'est vrai que si vous avez la possibilité, pour celles et ceux qui ont envie qui ont besoin d'avoir un petit coup de main en ce moment, eh bien c'est de vous adresser vers des personnes vers des thérapeutes de formation jungienne. Après, ça n'est qu'un avis très personnel, très subjectif, hein. Encore une fois, l'important, c'est d'aller vers la personne vers laquelle émotionnellement on se sent le plus en sécurité, le plus en bienveillance. J'ai une amie avec laquelle nous avons travaillé euh, auprès de la petite enfance, et la notion de bienveillance, si chère d'ailleurs à Boris Cyrulnik, est absolument primordiale pour pouvoir grandir en confiance, ne pas être matraqué par des angoisses, être vraiment accompagné avec une envie tout simplement d'aller toujours plus loin, de vouloir toujours être curieux de la vie. Parce que la vie, en fait, elle nous nourrit, elle est bonne pour nous et elle nous permet de grandir. Salut Sandra, comment vas-tu? Voilà, chers amis, eh bien, écoutez, a priori, la vidéo n'a pas coupé. Yes! Donc c'est plutôt chouette. Je vous souhaite un excellent samedi. Profitez de votre dimanche. Ici, oui, le soleil brille, mais je crois que c'est au programme sur toute la France. Donc profitez bien de vos moments de repos. Voilà, je vous embrasse. À bientôt.